Bonsoir, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3, dans l'émission Mode d'emploi. Comme tous les derniers vendredis du mois, les féministes révolutionnaires vous parlent de lutte sociale. Les féministes révolutionnaires sont un collectif créé en 2016, suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleurs et travailleuses. Je suis Camille et je veux co-animer cette émission avec Margot. Bonsoir. On a le plaisir de recevoir Pchira, porte-parole du collectif Sans Papier 75. Bonsoir. Et l'organisation dont elle fait partie est membre de la campagne antiracisme et solidarité. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc la campagne antiracisme et solidarité, c'est un cadre national qui s'est monté à la fin de l'année 2021 et qui a organisé notamment les marches du 18 décembre et celles du 19 mars dernier contre le racisme et les violences policières et pénitentiaires dans de nombreuses villes en France. Donc première question pour toi, Pchira. C'est pour répondre à quel contexte que la campagne antiracisme et solidarité a été créée. Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être avec vous pour ce soir. Et là, pour répondre à la première question, en fait, c'est là la campagne. Et surtout, il faut parler du contexte dans lequel qu'on a pensé à lancer la campagne antiracisme et solidarité. À la base, c'était la marche des solidarités. Et la marche des solidarités, à la base, elle est composée des collectifs des sans-papiers avec les syndicats, les associations en soutien avec nous. Le 18 décembre, c'était la journée internationale des migrants. Et dans un contexte, on connaît tous l'année 2020 et 2021 pour nous. Les sans-papiers, c'était pas facile du tout. Il y avait de très grandes mobilisations, mais et dont la principale revendication, c'était la régularisation des sans-papiers. Mais malheureusement, on n'a pas eu de suite, on n'a pas eu de gain de cause. Au contraire, on s'est trouvé devant le renforcement du racisme face aux migrants, un discours raciste de montée jour après jour, que ce soit des partis politiques qui sont au pouvoir ou dans autres partis politiques. Malheureusement, il y a la participation des médias aussi qui suivent ce courant de discours raciste. Et malheureusement, on sait tous que parfois les discours, ils sont suivis d'actions. Pour nous, c'était il faut bouger, il faut se mobiliser dans un cadre plus large et se mobiliser avec toutes les formes de lutte, toutes les collectifs qui sont en lutte parce qu'il y a beaucoup de ressemblances dans les luttes. Et on sait que aussi il y a plusieurs luttes, mais elles sont isolées, que ce soit à Paris ou en France. Ces luttes-là, par exemple, pendant la marche quand on a marché de toute la France, marche de septembre-octobre 2020, les sans-papiers, on a organisé la marche des sans-papiers, on a marché la marche sud Marseille-Paris, Strasbourg-Paris, Rennes. C'était l'occasion de rencontrer des soutiens individuels, mais aussi beaucoup de collectifs qui étaient en lutte, beaucoup d'associations qui nous ont accueillis, qui étaient solidaires avec nous, mais c'était de belles rencontres et on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances dans des luttes. Alors pourquoi pas penser à se mobiliser tous ensemble et s'unir autour, parce que derrière il y a quelque chose qui se cache et on a quelque chose, un lien. Et nous, individuellement, par exemple, moi je suis déléguée de la coordination 75 des sans-papiers. C'est la coordination de 3 collectifs en fait, et ça fait 20 ans que la CSP 75 elle est en lutte
Et on a eu beaucoup de gains de cause et un rapport de force avec la préfecture de Paris. On est accueillis. Malheureusement, on voit même un recul de nos acquis. Nous, avant, on était accueillis chaque mois par la préfecture pour régulariser un certain nombre de camarades. Maintenant, il n'y a que 3 rencontres de l'année et ça fait une régression pour nous, pour nos acquis. Du coup, c'est un contexte qui n'est pas du tout favorable et on est inquiet. Et surtout, les discours anti-migrants, les discours de haine qui peuvent être, comme je vous ai dit dès le début, suivis d'actions aussi. Mais on voit aussi autour de nous qu'il y a beaucoup de collectifs qui résistent, beaucoup de collectifs qui en lutte. Et on a dit pourquoi pas s'unir. Le premier rendez-vous, c'était le 18 décembre, autour d'un appel qu'on a lancé. Il y avait la première réunion, il y avait avec nous pour la première réunion des collectifs, des syndicats, des associations, partis politiques. Et maintenant, il y a de plus en plus de signataires avec nous, de plus en plus d'actions qui rejoignent la campagne antiracisme et solidaire. Merci pour ta réponse. Du coup, depuis que la campagne a commencé, vous avez organisé différentes marches à des échéances régulières. Vous relayez aussi d'autres actions différentes. Et du coup, nous, on s'intéresse du coup à la stratégie derrière l'organisation de ces marches et sur les différents modes de rencontres aussi organisés autour, notamment par exemple à l'échelle locale. D'abord, merci. C'était au début, quand on a lancé l'appel, à une première réunion. Nous, notre réunion hebdomadaire, la marche de solidarité, c'est lundi. On a passé un appel pour une réunion, c'est mardi. Voilà, pour parler à nos prochaines... Au début, c'était pour lancer la campagne. Et c'était autour d'un appel. Notre pays s'appelle Solidarité, si vous avez vu l'appel. Oui. Et là, c'était la première réunion pour expliquer de quoi il s'agit et comment on peut s'intégrer à la campagne. Et cet appel, c'était la base. C'était le premier appel, c'était la base à laquelle on a réfléchi. Et il y avait les associations, les syndicats, les partis qui ont assisté avec nous. Il y avait des discussions autour de ce premier appel, pour former l'appel qu'on a vu, par exemple, pour le 18 décembre et pour le 19 mars. Le 18 décembre, c'était la journée internationale des migrants et le 19 mars, autour de la journée internationale de lutte contre le racisme. Et après ce premier rendez-vous, qui était avant le 18 décembre, il y a des réunions hebdomadaires chaque mardi. Il y a des réunions pour penser comment on peut se mobiliser, penser aux actions, comment on peut s'organiser, comment la campagne, petit à petit, créer un site, qu'est-ce qu'on peut mettre, c'est quoi les actions, proposer des actions. Et comme je vous ai dit dès le début, la base, c'était au début les collectifs des sans-papiers. Les collectifs des sans-papiers, nous, on a des actions presque chaque semaine hebdomadaires. Parce qu'il y a différents collectifs. À Paris, il y a la CSP 75, le collectif Montreuil et le collectif 20e. Aussi, on a les camarades en lutte, qui sont les travailleurs maintenant en piquet de grève à 92, 91 et 94. C'est les travailleurs qui travaillent avec la boîte RSI et au 94, c'est les de Chronopost. Et c'est les postiers. Au 91, c'est le DPD. Ils sont en piquet de grève depuis fin octobre. Du coup, les collectifs des sans-papiers à Paris, chaque semaine, on organise des marches. On a organisé 2 marches de solidarité avec nos camarades en lutte pour le ministère de l'Intérieur, les grévistes. On a maintenant nos camarades, les 5 de Montpellier. Je ne sais pas, les 5 de Montpellier. Maintenant, c'est un peu connu parce que c'était nos camarades qui étaient arrêtés pendant notre déplacement à Montpellier pour le contre-sommet Afrique-France. Malheureusement, il y avait l'arrestation de 8 camarades, malgré que la manifestation elle était déclarée. Ces camarades, il y a 5 qui ont reçu des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour au territoire français.
ce qui est un bannissement. Ces camarades, ces 5 camarades, c'est un bannissement, ils ne peuvent pas être régularisés tant qu'ils ont cette IRTF. Et depuis ce moment-là, on a organisé un comité de soutien au 5 de Montpellier et qui s'inscrit aussi dans la campagne. Du coup, chaque semaine, il y a la réunion mardi pour réfléchir aux actions. Pendant 2 mois, après le 18 décembre, pendant 2 mois, il y avait des réunions hebdomadaires pour préparer l'événement du 19 mars. C'était pas facile de préparer le 19 mars parce qu'il y avait plusieurs collectifs. On était avec nos camarades Réseau Vérité et Justice, des familles victimes de violences policières et pénitentielles, et c'était pas facile d'organiser cette marche. Du coup, chaque semaine, on se rencontre pour discuter et pour mobiliser. Et effectivement, on est arrivé au 19 mars avec presque 400 signataires à l'appel de associations, syndicats, partis politiques, collectifs. Et la campagne, elle se poursuit encore avec plusieurs événements. Et du coup, quelles sont vos revendications au sein de la campagne ? En fait, les revendications, on peut clairement les voir dans l'appel. Je vous ai dit, l'appel, c'était la base des revendications. Il y a les revendications communes, mais là, pour peut-être parler de revendications, on parle de quoi c'est composé, la composition vraiment de la campagne. Dans la campagne, parmi les signataires, et parmi les compositions, déjà à la base, c'était le collectif des sans-papiers. Et avec nous, il y a le réseau Vérité et Justice. Et c'est pas nouveau pour nous de travailler avec par exemple, on a le collectif l'Indiang on a travaillé ensemble dans le cadre de la marche des solidarités pendant des années. Du coup, nos revendications, on a des revendications communes parce que déjà on a travaillé, c'est la vérité et justice bien sûr pour la Mindiang et pour tous les victimes de violences policières et pénitentielles. Pour les sans-papiers, c'est la régularisation de tous les sans-papiers. Et l'égalité, en gros, c'est l'égalité et la justice et plus de solidarité, parce que comme vous voyez l'appel, notre pays s'appelle Solidarité. Plus de solidarité, plus de travaillé, surtout, c'est une lutte commune, parce que il n'y a pas mieux de travailler ensemble pour qu'il y ait un gain de cause. On trouve à la tête de la campagne les collectifs des sans-papiers qu'on est en lutte depuis des années. Maintenant, la lutte des sans-papiers, c'est parmi les luttes les plus anciennes en France. On fait la lutte de Saint-Bernard et même avant, et même les marches depuis les années 80. Les camarades de Vérité Justice, ça fait une lutte, ça fait des années pour... Il y a avec nous les syndicats, il y a des associations, des SIAN, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, des associations. Et là, c'est tout ce qui est la base, c'est cette lutte contre la montée du racisme qui est inquiétante et contre tout ce qui est idée fasciste et pour l'égalité des droits, pour les travailleurs, pour les étrangers. On a avec nous, on voit maintenant beaucoup d'associations, par exemple de fermeture des mosquées. On a des associations, par exemple, le soutien à la cause de Palestine, qui sont maintenant ils sont menacés de fermeture. Nos revendications, c'est la solidarité et l'antiracisme. Il faut vraiment l'égalité pour tout le monde. Et on sait qu'on peut arriver, mais il faut la lutte commune. Tout ce qui est isolé, travailler isolé, la lutte isolée, ça mène à nulle part. Et nous, on a lancé cet appel, que ce soit national. On veut bien qu'on travaille tous ensemble pour être plus visible. Demain, par exemple, on a une marche avec le DAL dans le cadre de la plateforme de logement. Parce que le logement, par exemple, ça fait des années, les sans-papiers, parmi nos plus grandes revendications.
Les syndicats, en plus, ça fait pour les travailleurs, et ça se met, par exemple, on a dans les revendications sociales avec les syndicats, on a des intersections avec nos camarades en lutte, par exemple, les travailleurs sans papier. Maintenant, on fait face au même problème, c'est le capitalisme, c'est l'exploitation des travailleurs, que ce soit travailleurs migrants, travailleurs sans papier, travailleurs surexploités, même si les Français, dans ça, on trouve plusieurs revendications communes, plus d'égalité. Là, on est à l'échelle de l'égalité, c'est pour ça on parle de l'égalité contre le racisme et pour la solidarité pour les luttes que ça fait 20 ans ou pour une lutte que ça fait 1 an, un collectif qui est créé depuis 1 an, ou une lutte que ça fait 20 ans comme celle de sans-papiers, ou lutte depuis... On est tous dans le cadre de la même campagne. C'est ça l'idée, c'est la solidarité. C'est pour ça qu'on parle de la solidarité, pour être plus fort et plus visible. Je ne sais pas si l'idée, elle est claire, mais quand on lit l'appel, on voit visiblement que on voulait bien faire valoir cette idée d'égalité, cette idée de solidarité, de lutte commune contre ce fléau de racisme, bien évidemment, qui menace tout le monde, en fait. Comme tu mentionnais du coup la manifestation organisée par DAL, droit au logement. Donc voilà, c'est juste un rappel pour ceux qui nous écoutent que demain, du coup, le 26 mars, il y aura des manifestations contre la spéculation et le logement cher et pour défendre le droit au logement partout en France. Et maintenant, on va faire une pause musicale et on vous retrouve juste après pour continuer à parler de la campagne antiracisme et solidarité. Merci. C'était Antipatriarcat de Anna Tijoux et vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les féministes révolutionnaires. On est avec Pierra de la campagne Antiracisme et Solidarité. Alors Pierra, du coup la campagne c'est une coordination nationale et on se demandait comment est-ce que, vous êtes beaucoup d'organisations, de collectifs au sein de cette coordination. Comment est-ce que vous prenez des décisions sur la stratégie ? J'imagine que vous avez tous des fonctionnements ou des rapports au militantisme différents. Et comment est-ce que vous parvenez à mettre de côté vos divergences et à vous mettre d'accord sur vos revendications, vos modes d'action ou stratégies sur le long terme ? Oui, merci pour la question. C'est vrai, c'est dans la lutte, c'est comme ça. C'est pas. En plus, on est maintenant, vous voyez, on est 400 signataires. C'était d'abord, on s'est expérimenté ça pour le deuxième rendez-vous qui était pour le 19 mars. On s'est préparé pendant 2 mois pour cet événement. Là, d'un côté, on est en première ligne, c'était les sans-papiers et le réseau Vérité Justice. Et là, par exemple, nous, les sans-papiers, le collectif des sans-papiers, ça fait des années qu'on a un mode d'organisation bien défini, même dans la marche, par exemple, et dans les manifestations. Les camarades de familles victimes de violences policières aussi, c'est un réseau national aussi, effectivement. Et il y a leur mode d'action, mode d'organisation, même sur le terrain, même pendant la manifestation. Effectivement, il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de discussions pour comment et pour l'organisation de la manifestation et pour les tracts, par exemple, les affichages. Il y avait beaucoup de discussions. Il y a le texte d'appel à la base, mais par exemple, même pour le tract, la photo de l'appel, il y avait, nous, au début, il y avait quelque chose d'unitaire. Mais par exemple, les familles veulent avoir un tract où on voit clairement
ce qui est d'habitude, on le voit pour cette journée du 20 mars qui est très importante pour le réseau, c'est leur marche annuelle. Et là, par exemple, finalement, il y avait deux tracts. Et c'est pas grave, on a affiché pendant le tractage, pendant il y avait les 2 tracts, et c'est pas grave, on a affiché les deux, l'appel, mais il y avait un appel unitaire pendant la marche, malgré les divergences, et on est arrivé finalement à se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement. Par exemple, les sans-papiers, nous, vous savez, tout le temps dans nos cortèges, on a les tam-tams en avant, il y a un mode comme un peu de démonstratif et tout, mais c'était pas facile avec le réseau qui voulait vraiment en avant un carré de sécurité et tout. C'est pas grave, on s'est mis derrière. Il y avait des discussions parce qu'on voulait vraiment arriver à des compromis, par exemple par rapport à ça. Et ça va pour plusieurs événements, je crois, qui vont venir. C'est les discussions. C'est chacun, il a sa manière. Chacun, il a son organisation interne de son collectif, de son réseau. On peut discuter et à la fin, mais on arrive à une solution qui parce qu'on a dans la tête que quand on est ensemble, c'est mieux. Quand on est ensemble, on est plus fort. Par exemple, nous, dans les collectifs des sans-papiers, on a très bien appris qu'on n'est pas mieux protégé qu'on est en collectif. Les sans-papiers, vous savez, tous, on a toujours peur du contrôle dans les transports, un sans-papier. Parfois, on dit, mais comment moi je vais sortir dans une manifestation? Nous, on a appris depuis des années qu'on n'est pas mieux protégé que quand on est dans une manifestation. Parce qu'on aura tout le monde avec nous en cas d'arrestation ou en cas dans le CRA, où on a ce mode de fonctionnement et on essaye s'il y a des craintes, on essaye de convaincre que de cette manière dont on pense nous, qui parfois on ne partage pas avec d'autres camarades qui sont avec nous. Et effectivement, nous, par exemple, l'amélioration où on a progressé dans la campagne, nous, dans la marche de solidarité avant, on était dans la logique les collectifs des sans-papiers, c'est les sans-papiers, les premiers concernés. Et on a avec nous tout ce qui est syndicat, tout ce qui est soutien avec nous, même individuel. Dans la campagne, il y a un petit peu cette évolution des choses qu'on est tous des camarades. Parce que, par exemple, un sans-papier qui est le premier concerné, oui, il est en avant, mais il y a un camarade avec nous qui est peut-être un soutien, mais vu qu'il est impliqué à cette lutte depuis des années avec nous, il est un camarade. Du coup, on est tous des camarades. Il n'y a pas quelqu'un qui est maître de la cause et l'autre qui est un soutien. Non, on est tous des camarades dans la même lutte parce que chacun, il a sa raison. On a trouvé on fait face à un même fléau qui est le racisme, en fait. C'est les sans-papiers. Pour nous, il y a un problème de papier, un problème de logement, il y a un problème de tri. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de trier entre le bon migrant, le mauvais migrant. Le Français qui est avec nous, soutient avec nous, camarade avec nous dans la campagne, il a un problème de voir ce discours raciste. C'est pas ça la France. Il veut, pour lui, il est aussi inquiet de cette montée de ce discours fasciste et qui fait peur à tout le monde. Parce qu'on sait clairement tout, c'est ce qu'on répète tout le temps dans la campagne et les camarades. Si aujourd'hui on commence par les sans-papiers, par les étrangers, si on va limiter la liberté pour chacun, pour quelqu'un, demain il y aura la limitation de la liberté pour tout le monde qui est atteinte. Que ce soit français, que ce soit étranger. Aujourd'hui, on commence par le sans-papier, le maillon le plus faible de la chaîne. Peut-être avec cette montée qui fait peur, demain, on va arriver à une restriction de liberté qui est plus grave et qui ça va toucher tout le monde, français ou étranger. Et c'est pour ça, nous, on parle de la solidarité, on parle qu'on doit être tous solidaires tant qu'il y a une lutte. Tant que quelqu'un il mène une lutte,
c'est la lutte qui unit tout le monde. C'est pour ça, nous, la campagne antiracisme et solitaire, elle est ouverte à tout le monde. Qu'il faut s'organiser là où on est en France. Tout le monde peut rejoindre cette campagne. Une lutte qui commence aujourd'hui ou une lutte que ça fait des années, elle est déjà organisée et elle veut rejoindre la campagne. Plus on est nombreux, mieux c'est, sur la base, bien sûr, de ces idées communes, parce que toujours il y a quelque chose il y a quelque chose de la menace de liberté. On a vu avec le projet de loi pour la loi contre la manifestation de sécurité globale. Nous, les sans-papiers, on était dans ces manifestations-là parce qu'on sait que ça touche tout le monde. Et on n'était pas... Par exemple, on cite la manifestation du 30 mai 2020. Vous vous rappelez, Margot, de cette manifestation? C'était pendant le confinement. Et il y avait interdiction des manifestations. Et c'était le confinement. Du coup, personne ne sort dans la rue. Il n'y a même pas des manifestations. Et nous, on a annoncé une manifestation. On a demandé de manifester parce que les sans-papiers, on s'est trouvés dans une situation très précaire. Et on revendiquait la régularisation de tous les sans-papiers comme c'était en Europe, en Italie ou en Espagne. Alors, on n'avait pas l'autorisation pour manifester. Mais malgré ça, on est sorti. Il y avait une manifestation de 5000. On était 5000 à Paris. C'était les sans-papiers qui étaient dans la rue. Et pendant tous les confinements, pendant l'année 2020, on a vu, il n'y avait pas de mouvement social du tout, mais il y avait les sans-papiers qui étaient là. Et beaucoup de camarades de soutien avec nous, ils disaient, c'est grâce à vous que ça bouge. Du coup, on trouve quelque chose qui nous unit tous. Et la campagne, on a pensé à cette campagne parce que effectivement, il y a un lien entre les différentes luttes. Et justement, comment s'articule notamment le rapport entre les collectifs composés majoritairement de premiers concernés, comme les collectifs de sans-papiers ou les collectifs de familles de victimes des violences policières, et les organisations plus de soutien comme les syndicats, même si bien sûr on sait qu'il y a des personnes concernées qui militent aussi au sein de ces organes. Oui. Oui, bon, pour les syndicats, par exemple, nous, dans la marche de solidarité, il y avait Solidaire avec nous, ça fait maintenant des années. Solidaire, elle est avec nous, on soutient la marche de solidarité. Et les familles, par exemple, le collectif de la Mindiang, et ça fait aussi, on les connaît depuis des années dans la marche de solidarité. On a travaillé ensemble et c'était... mais dans ce cas, Solidaire, elle était en soutien avec nous. Dans la campagne, maintenant, on est tous des camarades ensemble dans la même campagne. Du coup, il y a plus cette idée de solidarité, soutien derrière quelqu'un. On est tous maintenant dans le même front, un front commun. On est plus dans cette dimension les sans-papiers et derrière les sans-papiers il y a les soutiens. Maintenant, c'est une dimension d'un front commun parce que cette idée d'unir les fronts. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est autour d'un texte unitaire, autour d'un appel unitaire. Même sur le site internet, vous voyez, il y a les différentes actions autour d'une idée, revendication unitaire qui nous unit. Tous, on est des camarades et tous, on est dans le même front qui est un front unitaire, tous ensemble. Ok. Parce que, vous voyez, oui, c'est ça, parce que finalement, quand on dit anti-racisme, parce que là, le problème, c'est plus global. C'est plus, le sans-papier qui milite pour ses papiers, ou le travailleur qui milite pour des revendications sociales, ou le collectif qui milite contre l'islamophobie, contre la fermeture d'une mosquée, ou les lycéens qui ont leurs revendications, ou les étudiants qui luttent contre la précarité, ou un collectif de logement, le DAL par exemple, ça fait des années pour le logement pour tous. Mais là, le DAL aussi, on voit maintenant, on parle même du racisme par rapport au logement, quand maintenant on veut donner plus de logements aux migrants qui vont venir, par exemple, aux exilés. Maintenant, on parle des Ukrainiens. On est bien sûr solidaires avec tout le monde dans la guerre et on est contre la guerre.
Mais maintenant, par exemple, on parle de la priorité, c'est quelques migrants aux dépens d'autres. Oui. Que ce soit pour le logement, que ce soit pour tout. Et ça, c'est pas bien, c'est pas l'égalité. Finalement, tout le monde, cette égalité salariale, égalité dans les droits, égalité dans la pratique de sa religion, égalité, tout le monde. Dans le 8 mars, on était dans la rue avec nous, tout le monde. Chaque année, les femmes sans papier. On organise le 8 mars avec les femmes. On a participé à la grève féministe cette année et l'année dernière. Il y a cette idée d'égalité aussi. Du coup, cette campagne, elle englobe tout parce qu'on a pensé à un front commun. Et comme vous le savez tous, quand on est unis, on est plus fort. Quand on est divisé, chacun dans son coin, c'est parce que malheureusement, on fait face à quelque chose de très grave qui monte de jour en jour. Et là, il faut vraiment s'unir face à ça parce que quand on est dans un front commun très large, on est mieux visible et on est plus visible. Là, dans la campagne, on aura tous, dans chaque marche, on aura tout le monde avec nous et on sera tous ensemble dans chaque action. Par exemple, les prochaines manifestations, les prochaines marches qui auront lieu, nous serons tous ensemble et ça donne de la visibilité plus à chaque lutte. On s'inscrit dans la campagne, on s'inscrit dans les actions de la campagne et on sera plus nombreux, on sera plus visible parce que, vous savez tous, plus on est nombreux, plus il y a de la visibilité. Et tu as parlé du coup de la grève féministe du 8 mars. Et justement, on se demandait quelles sont vos revendications spécifiques en tant que femme racisée et est-ce que vous arrivez à vous faire entendre au sein de la campagne? Oui, on a participé l'année dernière et cette année. Vous savez, c'est très très compliqué d'être femme sans papier. Déjà sans papier, c'est très compliqué. Et femme sans papier, vraiment, c'est la double peine. Malheureusement, on subit toutes les violences on a les violences à la base, comme toutes les femmes, mais on a nos problèmes à nous aussi. Malheureusement, les femmes sans papier, on fait face à la violence institutionnelle. Déjà, à la base, en nous privant d'un titre de séjour, on est plus vulnérable. C'est plus d'exploitation dans le travail. On parle même aujourd'hui de l'esclavage moderne, les femmes qui travaillent à domicile juste pour être logées, nourries, et elles reçoivent pour 24 heures du travail, parfois c'est toute la journée avec une famille pour 200 €, 300 €. Malheureusement, il y a les travailleurs il y a les femmes sans papier qui même malheureusement elles trouvent que le travail, par exemple comme à Rennes, on a des camarades, il y a pas du travail là-bas. Il n'y a que la prostitution et on parle beaucoup de femmes sans papier. Face à cette vulnérabilité là où elles se trouvent que face à ça, les femmes sans papier, malheureusement, c'est le chantage dans le travail. C'est plus difficile à une femme de trouver un contrat de travail quand elle est sans papier qu'un homme. Un homme, il y a les chantiers, il y a les bâtiments. Les femmes, c'est plus difficile. Et déjà, c'est des métiers à la base. Même si on est française, c'est des métiers dits essentiels, de garde personnes âgées, le ménage. C'est déjà des métiers qui ne sont pas valorisés. Et on a des camarades qui sont en lutte, même en française, et elles ne sont pas valorisées. Il y a des problèmes. Quoi dire d'une femme sans papier qui est moins payée, l'heure normalement 15 € pour faire le ménage? Une femme sans papier, elle a 8 €, 7 € seulement. Et papa, t'as pas les papiers. Comme si elle avait les papiers, elle peut avoir plus. Alors du coup, nous, depuis l'année dernière, on était là, même si on peut pas, parce que c'est très difficile de participer à la grève. Une femme sans papier, si elle travaille pas, elle mange pas. Mais on était là le 8 mars. On avait nos revendications dans l'appel unitaire. On a participé aux réunions pour parler de notre lutte, de nos revendications pour la régularisation et pour le logement digne. Et cette année aussi, on était présente avec
toutes les collectifs féminins. Et là, la présence des femmes sans papier, grâce à la sororité, la solidarité féminine, on trouve notre place pour passer nos revendications. Et dans le cadre de la campagne, on pense aussi à étendre plus à s'organiser plus. Mais là, par exemple, on fait face que il n'y a pas assez de femmes dans les collectifs des sans-papiers. Il y a la majorité des hommes. Parce que déjà, une femme sans papier, c'est la précarité. Même elle peut pas assister aux réunions. Même pour elle, elle va travailler. C'est plus intéressant qu'aller dans une manifestation. On a nos camarades avec nous, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que malheureusement, les femmes, c'est très compliqué. Même les lois pour la régularisation, même la circulaire Valls, cette année, on a participé à un texte pour parler le caractère patriarcal de la circulaire Valls. La circulaire Valls, c'est la circulaire qui fait référence pour la régularisation exceptionnelle, pour avoir la demande exceptionnelle du séjour. Et vraiment, c'est une circulaire patriarcale. Il faut être marié pour quelqu'un régularisé ou un Français pour avoir les papiers. Il faut enfanter pour avoir les papiers. C'est tout le temps subordonné à l'autre. Vous voyez, pour une femme sans papier, ou le regroupement familial avec un mari pour venir en France et après, ça sera le chantage pour le renouvellement du titre de séjour. On a beaucoup de camarades qui étaient venus ici pour le regroupement familial. Après, elle reste avec un mari, même s'il est violent, parce qu'elle risque de perdre son titre de séjour et elle se trouve perdue. Ouais. Du coup, les femmes, vraiment, on a notre lutte qui est très difficile, mais on a aussi le problème de la mobilisation. Pourquoi ? Parce que vraiment, la très grande précarité des femmes sans papier, c'est pas facile de comme les hommes, de descendre dans la rue. Là, on voit par exemple les camarades qui sont en grève. Il n'y a pas de femmes, il n'y a que les hommes. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers où il n'y a que les hommes presque. Même pour... il y a plus d'avantages pour les hommes, c'est des métiers de postier, des métiers dans le bâtiment. Ils décrochent des contrats et tout parce que c'est des hommes. Pour les femmes, il n'y a que les métiers à domicile. Et là, à domicile, n'est pas obligé de déclarer. Même on n'a pas de preuve qu'on a travaillé. On peut travailler des années et des années. Il n'y a pas de preuve qu'on a travaillé. Oui. Et justement, nous, lors de des rencontres de la coordination féministe à Rennes, on a eu un atelier antiraciste et où s'est posé la question de l'accès au militantisme. Et que par exemple, si on est précaire financièrement, c'est plus dur de se dégager du temps pour militer. Si on n'a pas d'expérience de militantisme ou si on parle pas bien la langue, on a du mal à se sentir légitime pour militer. On a aussi des camarades étrangères qui nous parlaient du fait que quand on n'a pas encore de papier français, on se met peut-être plus en danger à participer à certaines actions. On a peur que ça ait un impact sur notre droit à rester en France. Mais il y a bien sûr aussi, si on a des enfants, c'est encore plus difficile de se dégager du temps. Et on voulait savoir si c'était des questions qui s'étaient posées au sein de vos organisations et est-ce qu'il y avait des réponses collectives qui avaient émergé pour permettre aux personnes les plus précaires de pouvoir se mobiliser, de pouvoir militer. Oui, merci. En fait, peut-être pour les sans-papiers, moi, j'ai la chance d'être dans la coordination 75 des sans-papiers. Ça fait 20 ans que par exemple, quand on s'adhère au collectif, un des collectifs, parce qu'il y a 3 collectifs, 18e, 19e, 11e. Déjà, on trouve devant nous des centaines de sans-papiers, des camarades qui sont avant nous. Ça permet déjà d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de danger d'être dans une manifestation. Et c'est des manifestations hebdomadaires. Chaque vendredi, la CSP 75, elle organise une marche vers la préfecture ou vers la Bastille. Et là, c'est le fait de voir qu'il n'y a pas de souci, on peut manifester. Et c'est des sans-papiers qui manifestent. Ça fait des années. Il n'y a pas d'arrestation, donne de la confiance. Nous, on a cette confiance qu'il n'y a pas de souci. Il y a des sans-papiers, c'est vrai, surtout dans les régions. Il y a toujours cette question où non, j'ai peur, je vais être repérée, je peux pas participer, ça va. Mais ça, à mon avis, ça c'est l'idée de la transmission dans les collectifs. Les anciens,
ils doivent bien parler de l'expérience. Nous dans la coordination 75, on a avec nous des camarades qui ont participé à la lutte de Saint-Bernard. Imaginez quelqu'un, ça fait 20 ans, il vous parle avec... on a Ousmane Sissoko avec nous. Maintenant, c'est un soutien parce qu'il est naturalisé, mais il nous parle d'une lutte. Et là, on voit devant nous Sissoko, il nous parle même, il était arrêté une fois et reconduit à la frontière. Il risquait d'être expulsé. Mais il est là et c'est grâce à la lutte. Des choses comme ça, l'idée de la transmission, c'est très important d'avoir cette idée de transmission, d'avoir des anciens dans les collectifs avec nous, dans les associations et tout, pour parler, pour convaincre. Comme vous avez dit, ça c'est la question de l'expérience. L'expérience, je crois que, par exemple, je vais parler que des sans-papiers maintenant, c'est quelque chose que je connais bien. Un sans-papier est forcément un militant. Si tu quittes ton pays, tu traverses le Sahara, tu traverses la Méditerranée, ou tu arrives à n'importe quelle frontière, ou même tu viens avec visa et ça y est, tu vois ton visa s'expirer, perdu dans un pays que tu connais pas. C'est déjà par défaut, tu es un militant parce que tu fais face à l'inconnu et tu fais preuve d'un certain courage. Alors c'est pas la question de descendre dans la rue, de revendiquer tes droits, parce que c'est un droit. Il faut jamais oublier que la liberté de circulation, c'est un droit. Cette question de papier, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'inventé. C'est pas le naturel. Le naturel, c'est l'égalité, parce que vous savez bien, un Français, il n'a pas besoin d'avoir un titre de séjour s'il décide de s'installer au Mali, ou s'installer en Tunisie, ou ils peuvent s'installer, ils peuvent même vivre et pendant des années. Mais nous, quand on est ici, on est obligé de passer par tout ce parcours des années et des années pour être régularisé. Et on court derrière des papiers, mais c'est pas ça. Il faut toujours mettre dans la tête, ça c'est pas le naturel, ça c'est pas le normal. Le normal, c'est la liberté de circulation. Du moment où on a décidé de bénéficier de cette liberté de circulation et quitter son pays pour s'installer ailleurs, par défaut, on est des militants. Ça y est, on ne va pas apprendre le militantisme. On est déjà un défenseur de droits humains, de liberté de circulation. Donc, s'adhérer dans des collectifs des sans-papiers et militer, ça, c'est la continuité de cette lutte qui est déjà commencée à l'avance. Vous voyez ? Oui. Et pour la précarité, c'est le contraire. Quand on est précaire, on a besoin d'être entouré, et un collectif, ça va donner de la force. Une association, ça va donner de la force. La précarité, elle n'est pas le contraire de lutter, c'est le contraire. On doit connaître des amis, on va créer un réseau, un sans-papier ne doit jamais rester isolé, que ce soit un sans-papier ou un militant dans n'importe quelle association. Mieux on s'ouvre sur les autres, mieux on est fort, mieux on échange, mieux on fait un front commun, parce que toujours il y a des points de vraisemblance, des points communs dans les luttes. Et c'est l'idée de la campagne. S'inscrire dans une très grande campagne, s'inscrire on est dans un collectif de 10 personnes, je crois, si on s'inscrit dans une très grande campagne et passer une information autour d'une action, on est 10. Mais si on sera dans une très grande mobilisation, on sera 1000. Je crois que c'est mieux que rester 10, parce qu'on fait face à quelque chose aussi de très grand. Et voilà, c'est la solidarité, c'est ça donne de la force, ça donne de la confiance. Et c'est ça la base. C'est pour ça, je crois que, par exemple, la lutte des sans-papiers, maintenant, ça fait des années qu'elle est là. Parce que, vous voyez, un sans-papier, c'est très vulnérable. Il peut être arrêté à n'importe quel moment. Et pourtant, on voit que peut-être il n'y a pas par exemple, je parle de la coordination 75 des sans-papiers, il n'y a pas un organisme qui fait une marche chaque semaine comme la CSP 75. Pourtant, c'est un collectif, c'est une coordination des sans-papiers. Mais parce qu'on sait que ce rapport de force, on gagne grâce à la lutte. Et on doit maintenir cette lutte. Forcément, on doit maintenir cette lutte pour garantir le minimum pour nous d'existence et de rapport de force.
voyez ? Oui. Et pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut participer concrètement à la campagne, que ce soit en tant qu'individu ou que collectif? Comment on peut concrètement vous soutenir autrement qu'en se rendant aux différentes marches? Oui, bien sûr, c'est une très, très bonne question. En fait, comme vous le savez, il y a un site internet, campagne anti-racisme et solidarité, et c'est très simple. On peut se connecter, on peut mettre. Il y a un agenda et très facilement, pour les gens qui sont à Paris par exemple, on a notre réunion mardi et tout le monde est bienvenu. C'est au Grand Jaubel, Solidaire Paris, Grand Jaubel, et tout le monde peut venir. C'est déjà un collectif ou une association, une lutte que ça fait longtemps qu'elle est en place. Ils peuvent nous rejoindre. Ou quelqu'un qui veut crier un événement nouveau, il peut nous rejoindre aussi, soit en présentiel mardi, et là, tout le monde il est bienvenu. Il peut assister à nos réunions, même individuellement, pour voir de quoi il s'agit. On échange, et ça sera mardi. Sinon, il y a le site internet, si quelqu'un... une organisation qui est à distance dans d'autres villes, il y a le site internet, c'est très simple. Mettre l'appel, partager l'information autour de l'événement qu'on veut organiser. Il y a le logo, on a la campagne anti-racisme et solidarité, on a un logo. On met le logo sur l'appel de l'événement qu'on veut organiser. Et ça se passe comme ça, et c'est pas très 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 compliqué, vous voyez. Oui. Ouais. Et du coup, quelles sont vos perspectives pour la suite? Est-ce qu'il y a des prochaines dates, rendez-vous de prévus? Quels sont vos objectifs au court et long terme? Et est-ce qu'il y a des stratégies mises en place pour y parvenir? Et déjà pour la campagne, c'est pas pour un jour ou 2 jours. Déjà, le premier rendez-vous, c'était le 18 décembre. Notre deuxième événement, c'était le 19 mars. Et là, par exemple, demain, déjà, on parle demain, le 26 mars, il y a la marche dans le cadre de la plateforme du logement, qui est lancée par le DAL, CFP 75, des associations, et il y a Solidaire aussi avec nous pour la marche pour le logement. Et déjà, c'est une marche journée européenne. Ça, c'est demain, 15h, métro place de la Bourse. Ça, c'est demain. Et pour le 2 avril, on aura une action en Mont-Genève à Briançon pour l'action sur les frontières. Normalement, c'est une journée où il y a plusieurs actions sur les frontières, mais nous, ce qui est sûr, qu'on sera à Mont-Genève, à Briançon. Ça sera une maraude sur les frontières pour appel à l'ouverture des frontières. Il y aura aussi une marche le 3 avril contre l'extrême droite à Paris. Ça, c'est des événements qui sont déjà sur la page de la campagne. Et le 9 avril, manifestation pour l'égalité des droits. Oui, à la veille des élections. Super. Ça, c'est les prochaines dates, pas lointaines, mais la campagne, on poursuivit bien sûr nos mobilisations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les événements sont les bienvenus. Facilement, on peut s'inscrire sur la page de la marche. On peut envoyer un message aussi. On a la page Facebook et on partage. Et on partage l'appel et on peut avoir le logo de la campagne. Et voilà, c'est très simple. Et bienvenue à tout le monde. Et mieux on est organisé, plus on est nombreux, mieux c'est. Et justement, la marche du 9 avril pour le futur, elle va regrouper aussi des organisations écolos, des organisations féministes. Et donc, ça nous intéressait de savoir aussi comment vous créez du lien avec les autres luttes. Et voilà. Voilà. Pour nous, ça sera malheureusement pour cette journée, on n'est pas inscrit dans le texte unitaire. Vous voyez, il n'y a pas de nos revendications sur le texte unitaire.
Mais voilà, la campagne, nous serons présents. Et là, nous préparons notre texte et on va le partager sur le site de la campagne pour cette journée du 9 avril. Et ça sera un appel de la campagne. Parce que déjà, on n'a pas participé aux réunions de préparatifs pour l'appel unitaire. Mais on aura notre appel à nous pour la campagne antiracisme. Vous voyez? Ouais. D'accord. Parce que on n'a pas, dès le début, parce que parfois il y a des participations pour la préparation pour l'appel unitaire et tout, mais cette fois-ci, pour nous, on n'a pas participé à la préparation du texte unitaire, mais on est en préparation d'un texte pour nous, et un appel qui sera partagé sur le site de la campagne pour le 9 avril. Merci beaucoup. Et on va devoir conclure cette émission. On vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, les féministes révolutionnaires, autant que la campagne antiracisme et solidarité. Merci beaucoup, Pira. Merci beaucoup. Ainsi qu'à Ludo, Julia et Anna à la technique. On vous laisse avec la chanson. À bientôt sur Radio FPP. À bientôt. Merci, bonne soirée tout le monde.